Monsieur Klingberg, merci de nous recevoir. Nous faisons régulièrement des interviews. Alors on a fait beaucoup d'interviews d'anciens résistants, on a fait beaucoup d'interviews aussi de victimes de la guerre, d'enfants cachés. Et donc, d'abord, je vous remercie d'être un fidèle des rencontres du lycée Hélène Boucher, parce que c'est très très important de venir, vous le disiez à l'instant, de voir les jeunes, pour pouvoir leur transmettre, parce que les jeunes sont toujours, comment dire, ébahis et effondrés quand ils entendent des témoignages comme les vôtres, et on s'aperçoit qu'ils ne savent pas grand-chose. Alors ils entendent des choses en histoire, bien sûr, les professeurs font leur travail, mais c'est pas du concret, c'est de l'histoire, ça leur semble loin. Donc quand on peut voir des gens comme vous qui peuvent nous parler directement, surtout quand les jeunes peuvent voir des gens comme vous, c'est vraiment essentiel. Alors, cette interview que l'on va faire, elle est destinée à être diffusée sur notre site, sur le site de l'association Défense des valeurs de la résistance. Miguel fait des montages qui sont vraiment extraordinaires et certaines de ces interviews que l'on fait sont largement vues. Et ça, c'est important parce que nous, on peut discuter entre nous, on retiendra ce que vous nous direz, mais notre objectif, c'est que ça soit le plus largement entendu, connu possible. C'est notre façon à nous de travailler à préserver la mémoire. Et donc, dans ce cadre-là, bien, on va vous poser quelques questions. D'abord, vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes né en Pologne. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'itinéraire de votre famille? Vous êtes né dans les années... Pas dans les années, dans une année précise, oui. 1928. J'allais dire 30, mais bon... 1928, oui, c'est-à-dire que j'ai 96 ans. Ah, eh bien, d'autant plus merci de nous recevoir. Donc vous êtes né en Pologne, à quel endroit? À Łódź. Łódź, c'est la deuxième ville de Pologne. Oui. Et donc votre famille est venue, si j'ai bien retenu, en 1930. C'est ça. En France. Et pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'était l'antisémitisme virulent qui existait en Pologne. Mais c'était quelque chose de méchant, de bête. C'est-à-dire qu'on agressait des gens dans la rue à partir du moment où ils portaient une barbe et une kippa. On les frappait, on les maltraitait. C'était pas l'antisémitisme de France, ça n'a fait aucun rapport. Il y avait ça, il y avait la situation économique. Il était très difficile de trouver du travail. Donc pour toute cette... Et il y avait également l'auréole de la France. Liberté, égalité, fraternité, c'était quelque chose qui était extraordinaire pour les gens qui étaient en souffrance dans le pays. Alors mon père est parti le premier pour essayer de trouver un nid. Et un an après, il a fait venir ma maman et moi-même. Alors évidemment, mon père n'était pas quelqu'un de fortuné, donc on vivait dans la... c'est à la limite de la pauvreté. Je me souviens qu'on habitait dans un impasse qui s'appelait Impasse des Couronnes. Il n'existe plus maintenant. Il se trouvait dans la rue des Couronnes. Oui, j'imagine, oui. Voilà. On habitait au fond, donc il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de water, il y avait un water dans une cour qui devait servir à une quarantaine de locataires. Il ne fallait pas avoir la colique, c'était dramatique. Et puis il y avait des incendies. Alors les incendies s'expliquaient, je me souviens, il y en avait presque un par semaine par moment. Parce que comme il n'y avait pas d'électricité, les gens s'éclairaient à la lampe à pétrole. Et dans cet îlot de grande misère, souvent pour oublier la misère, les gens buvaient. Ils buvaient, l'alcoolisme était très répandu. Et quand on buvait, il y en avait qui renversaient leur lampe à pétrole.
voilà. Et c'est comme ça que on venait me chercher là, pour me mettre à l'écart des flammes. Et ça, les incendies, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, ça faisait vraiment partie du paysage. De la vie quotidienne. Voilà. Vous disiez quelque chose qui m'a beaucoup frappé tout à l'heure, après on reviendra sur cette période parisienne, mais que les Juifs en Pologne étaient agressés dans la rue, mais par la population elle-même. Par les Polonais. Des gens qui vous côtoyaient tous les jours. Oui. Enfin, les gens des mêmes villes, des mêmes quartiers. Non, mais disons que individuellement, les Polonais n'agressaient pas. Il y avait un espèce de rapport de force où c'était risqué. Mais dès qu'ils étaient à 2 ou 3 et qu'ils voulaient manifester leur présence, leur orgueil, leur antisémitisme, ils agressaient, effectivement. C'était vraiment un climat absolument insupportable. Parce qu'on est tous au courant qu'il y a eu des explosions de colère contre les Juifs, des pogroms en Pologne. Voilà, mais là, vous parlez carrément de la vie quotidienne. De la vie quotidienne, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et quand votre père est venu à Paris, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Alors, il était pâtissier. Il travaillait pour un patron et il faisait des gâteaux d'Europe de l'Est. C'était des gâteaux spécifiques. C'était la pâtisserie qu'on fait en Autriche, en Allemagne, en Pologne, en Russie. Il était spécialisé dans ce genre de pâtisserie, donc il avait très peu de concurrents. Et souvent, quand j'avais 11, 12, 13 ans, il m'arrivait d'aller livrer les gâteaux à des commerçants qui lui commandaient. C'était des petits boutiquiers juifs ou des cafés juifs. Vraiment, il y en avait, je ne sais pas, moi j'ai dû livrer au moins une quinzaine de clients comme ça, avec des petits sacs. Et on vivait de ça. Et alors, en France, quand vous étiez enfant à l'école, on a parlé de l'école maternelle, mais disons même plutôt à l'école primaire, vous n'avez pas, vous, en tant qu'enfant, ressenti l'antisémitisme? Ou peut-être l'avez-vous ressenti? Pas à ce moment-là. Pas à ce moment. Je parle bien avant la guerre, hein, bien sûr. Ouais. Alors. Et vos parents, comment ont-ils été accueillis en gros? Voilà, alors je vais vous dire, donc on habitait dans cette impasse des Couronnes, et puis j'ai été à cette école maternelle de la rue des Maronites, qui se trouvait pas loin de cette impasse, où j'ai connu ma copine, qui est devenue ma femme par la suite, avec laquelle j'ai vécu 76 ans d'un amour exceptionnel, vraiment. Ça a été un échange, je ne sais pas à qui je dois cette chance, mais ça a ensoleillé ma vie, sincèrement. Alors, il s'est passé une chose, c'est que ma maman a eu un accident avec un autobus. Elle a été hospitalisée à peu près pendant 2 ans, 2 années. En étant hospitalisée, mon père, la particularité des pâtissiers, c'est qu'ils travaillent la nuit, dorment le jour. Et il avait un petit gosse, il ne savait pas quoi faire. Bon, au début, il trouvait un ami, des voisins qui acceptaient de me garder 3 jours, 8 jours, mais ça ne pouvait pas durer 2 ans. Alors on lui a dit la seule solution, c'est de le mettre à l'assistance publique. Et effectivement, à Denfert-Rochereau, il y a un immeuble spécifique où j'ai passé, là j'ai toujours du mal avec les délais, les temps, où je me suis retrouvé isolé, j'avais plus mes parents, j'avais plus rien, j'avais 5 ans. Et j'ai vécu pendant je ne sais combien de temps là-bas. Ça m'a tellement traumatisé que je pense que le bonhomme que je suis, qui s'est construit, a été construit en même temps avec l'empreinte de mon passage à cette assistance publique. Quand mon père venait me voir, il arrivait à venir me voir le dimanche,
j'ai des souvenirs où je m'agrippais quand il voulait repartir à ses jambes. Je hurlais, il fallait 2 moniteurs pour qu'il puisse s'en aller. Ça a été vraiment une période très très difficile. Et alors il est arrivé un moment où je suis revenu chez moi. Je ne sais pas au bout de combien de temps. Je suis revenu chez moi, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et j'avais un petit frère. Alors, le drame de ce petit frère, c'est qu'il était trisomique. À l'époque, on disait mongolien. Maintenant, bon, c'est... Et quand je m'adresse aux élèves qui m'écoutent, je leur apprends peut-être rien, ou je leur apprends peut-être quelque chose. Ma maman, elle a eu cet enfant, elle avait 44 ans. Et on sait maintenant qu'au-delà de 40 ans, les accouchements sont toujours risqués et dangereux. Il faut être et probablement une des raisons pour laquelle mon petit frère était trisomique. Alors, tout trisomique profond qu'il était, il m'a beaucoup impressionné par sa manière de s'exprimer. Il s'exprimait par grognement. J'adorais ce petit frère qui est mort de faim pendant la guerre. De faim? De faim. Pourquoi il était dans une institution? Bon, alors, je saute un gros passage pour vous dire. Il y avait, pendant la guerre, il y avait un certain nombre de rafles où les femmes et les enfants n'étaient pas concernés. Souvent, il y avait des limites d'âge. Jusqu'à 40 ans, on arrêtait les étrangers. Après, ça passait à 60 ans, etc. Et à une période de ce mois de l'année 1942, s'est répandue une rumeur qui, par son insistance, nous a obligés de la prendre au sérieux. Alors la rumeur, c'était souvent un flic qui prévenait un juif, et quand un flic prévenait un juif, il y en avait tout de suite 200 qui étaient au courant. Voilà. Donc, mon petit frère était placé dans un établissement spécialisé qui se trouvait à Brunois. Et les autorités allemandes autorisaient ma maman d'aller voir son enfant une fois tous les 2 mois et pas n'importe quel jour, le 3e jeudi. Il fallait attendre 2 mois. Elle n'avait pas le droit de quitter Paris sans autorisation de l'administration d'occupation. Et alors, quand il y a eu cette rumeur de rafle, mon père a dit à ma mère, ah oui, j'ai oublié un passage important, c'était quand elle a eu cet accident, ma maman, elle était dans son droit et elle a touché un dédommagement. Je ne connais pas l'importance de dédommagement, à l'époque j'avais 14 ans, mais mon père il a acheté un petit terrain à Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne, un tout petit terrain, et à chaque fois qu'il avait un moment de liberté, il construisait sa maison. En 1942, il y avait déjà une chambre de 4 mètres sur 4, une chambre qui avait été construite. Et mon père a donc dit à ma mère, voilà, il peut y avoir une rafle, la rumeur est forte. Je te propose qu'on se planque à Ozoir. Si il ne se passe rien, on revient. S'il se passe quelque chose, au moins on sera caché. Et ma mère a dit, mais non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Elle dit, parce que demain, ça sera le 16 juillet, je dois aller. Et je dois aller voir mon enfant. C'est le jeudi 16 juillet. Et jusqu'à présent, on n'a jamais arrêté de femmes et d'enfants. Et ça a été l'argument décisif pour mon père. On s'est laissé avoir par là. Et mon père a dit, bon, alors j'amène Jacques, moi, 14 ans. Je ne voulais pas venir avec lui. J'avais tous mes copains, j'étais un chef de bande, j'étais un petit voyou.
bon, j'avais tout un ancrage, je ne voulais pas aller à Ozoir. Alors il y a eu conflit violent, mais il y avait l'autorité paternelle qui dominait et j'ai été obligé de céder. Et en cédant aux injonctions de mon père, il m'a sauvé la vie. Le lendemain, ma mère a été déportée avec 13 000 juifs. Oui, c'est la rafle du Veldiv. Voilà. Et nous, le 15 juillet, on s'est trouvé à Ozoir-la-Ferrière. Alors, figurez-vous que le lendemain, le 16 juillet, on se réveille, il fait beau, on ne sait pas ce qui se passe à Paris. Parmi les gens qu'on a arrêtés par milliers, il y avait un certain nombre de juifs qui ne se sont pas fait arrêter parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient chez un commerçant ou dans la cave ou chez un voisin. Bon. Et ils étaient une douzaine. Mon père était un militant associatif très connu dans le milieu juif. Et parmi ces personnes qui se trouvaient dans le 20e ou dans le 11e arrondissement, dans tous ces quartiers à forte population juive, il y a tout de suite une idée qui est venue à une douzaine de personnes. Mais Henri, c'est le prénom de mon père, il a quelque chose à Ozoir. On va aller à Ozoir. Et alors il y a une douzaine de personnes qui se sont pointées, des femmes, des enfants, des vieux, des jeunes. Et on ne peut pas leur dire qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, c'est une question de survie. Et il y a 12 personnes qui sont venues. On s'est débrouillé, comme c'était le mois de juillet qui faisait beau. Il y en a qui ont dormi dehors sur la pelouse, d'autres, le lit, au lieu de dormir dans un lit, on dormait dans l'autre sens, dans le sens de la largeur. On dormait à deux dans un fauteuil pour une personne. Enfin, on a trouvé des solutions comme ça. Mon père a réuni tout le monde, il leur a dit, écoutez, je ne peux pas vous nourrir tous, je n'ai pas les moyens. Vous allez aller en ville, vous irez voir les paysans, et vous quémanderez de la nourriture, de la farine, du beurre, du lait, etc. Vous irez voir des commerçants. Si vous passez devant les petits pavillons où vous voyez des poules, vous essayerez d'avoir des œufs. Et lorsque le soir vous viendrez avec ce que vous avez réussi à récolter, on partagera. Et ça s'est passé comme ça pendant un certain nombre de jours. Pas longtemps, je crois que ça a duré 3 semaines ou un mois. Et un beau jour, c'est une image qui est ancrée. Il y a des images importantes qui sont floues. Celle-là, elle est ancrée dans ma mémoire. Je vois mon père, il y avait 2 marches pour rentrer dans notre chambre, dans la chambre de 16 mètres carrés. Mon père était assis en train de repriser des chaussettes. Je vois parfaitement la scène. Parce qu'à l'époque, on ne les jetait pas, les chaussettes, on reprisait. Moi, j'étais à l'intérieur, en train de lire un bouquin. Maintenant, personne ne sait qui c'est. L'auteur, c'est un protestant, il s'appelait Michel Zévaco. Vous avez oui. Voilà, il a écrit Les Pardaillants, entre autres, voilà. Je lisais ce bouquin-là et la fenêtre de la chambre donnait sur la rue. Je vois un Allemand qui arrive avec une fille sur le cadre de son vélo, qui s'arrête, et la fille, elle montre ma maison, parce qu'elle est allemand, comme ça. Et cette fille, je la connaissais, c'était la fille du garde barrière d'Ozoir. Quand on était pions, on a même joué ensemble. Et cette fille qui avait 2-3 ans de plus que moi, j'avais 14 ans, elle devait en avoir 17, elle a montré la maison. Et l'allemand, là j'ai aucun document. Pour les historiens, ils travaillent avec des documents. C'est ma parole, je l'ai vu, ça ne se discute même pas. Donc l'Allemand rentre et il demande à mon père, vous êtes le propriétaire, votre nom, votre adresse. Alors il se fait que notre langue, à nous les Juifs d'Europe, c'est le yiddish. Hein? Et le yiddish est assez proche de l'allemand. Ce qui fait que quand l'allemand parlait, d'ailleurs quand j'étais dans le groupe de résistants, quand on a fait des prisonniers vers la fin, c'est moi qui faisais l'interprète. Avec mes connaissances de yiddish, ça suffisait.
bon, l'Allemand pose des questions, et puis au bout d'un quart d'heure, il s'en va. Nous, on est perplexes. On est perplexes, on ne comprend pas pourquoi il est venu, pourquoi il repart, pourquoi il ne se passe rien. Et puis une heure et demie après, il y a 4 soldats casqués, armés, qui se pointent avec le même sous-officier, qui rentrent, et qui disent à mon père, vous prenez un vêtement et vous nous suivez. Et mon père rentre, moi j'étais toujours à l'intérieur, toujours avec un bouquin, et mon père me fait chut. Là je fais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je ne les avais pas vus, ces 4 Allemands. Alors donc mon père sort, et instinctivement je le suis derrière et j'ai le temps de voir le casque. Je rentre, mon père ferme la porte, et j'entends le sous-officier qui dit à mon père, vous ne fermez pas à clé. Et mon père lui répond, écoutez, je n'ai rien à me reprocher, j'ai rien fait de mal, je suis certain de faire venir dans une demi-heure. Et puis il part. Il se fait que là où on habitait à une extrémité d'Auzoir. Et que la commandanture, là où il y avait la garnison, elle se trouvait à 2,5 km, à un endroit où ils avaient réquisitionné le château de Rothschild. Maintenant, il y a une espèce de grand golfe. Et là, il y avait la garnison d'Auzoir, et il y avait à peu près 2,5 km à faire. Alors, ces 2 km par la rue centrale, la route centrale d'Auzoir, il y avait 4 Allemands, mon père au milieu, un môme qui chialait les larmes de son corps à 100 mètres derrière. Je suivais, je pleurais, j'avais plus personne, plus de famille, plus de père, plus de mère, plus. Et les gens qui étaient sur le pas de leur pavillon, tout le long, et ils me connaissaient, et je pleurais, et je n'ai rien eu, aucun mot de compassion, de sympathie. Par la suite, ils m'ont expliqué. On avait peur, les Allemands étaient là, ils passaient devant nous, on avait peur. Ça s'est passé comme ça. Et ça m'a meurtri au possible, vraiment au possible. Je comprends. Et il est arrivé à un moment du parcours, à la moitié ou au 3/4 du parcours, il y avait le coiffeur d'Auzoir. C'était un communiste. Il est venu me voir, il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a dit, écoute, il y a du pain pour moi, il y en aura pour toi, ne suis pas ton père, tu vas te faire arrêter avec lui, ça ne servira à rien, viens chez moi. Et mon père a donc été enfermé dans une prison là où il y avait la garnison. Et puis le déroulement normal qui aurait dû suivre, c'était un camion qui arrivait, il prenait le camion, on l'amenait à Drancy, et de Drancy, il partait à Auschwitz. Alors il est resté 3 jours en prison, et il s'est passé un événement exceptionnel. Si j'étais croyant, je me serais dit, c'est pas possible, on me surveille. C'est que le commandant qui a cautionné l'arrestation de mon père partait sur le front de l'Est. Il est remplacé par un autre commandant, c'est un Autrichien. Et l'Autrichien arrive, il se fait présenter le rapport, et dans le rapport, il est indiqué qu'il y a un prisonnier. Un prisonnier, je veux le voir. Donc on lui présente mon père, et il demande pourquoi vous êtes là. Mon père dit, je suis là parce que je suis juif. Et l'autre lui dit, écoutez, vous restez à la disposition des autorités militaires et vous rentrez chez vous. N'oubliez pas, vous restez à la disposition des autorités militaires. Et ça veut dire, en langage populaire, barrez-vous, je ne veux plus vous voir. Et ça a dû se passer une fois sur 1 million, je ne sais pas combien. Parce que quand je revois la scène, il y a des soldats qui ont vu
ont assisté à l'arrestation du juif qu'on amenait. Et ces mêmes soldats voient le juif ressortir. Quel risque il a pris. J'ai essayé de le contacter, de le joindre après la guerre. J'ai jamais réussi, mais c'était une scène absolument extraordinaire. Alors il a été arrêté avec des cheveux bruns, comme ça. Et il est ressorti au bout de 4 jours avec des cheveux blancs, en 4 jours. Et il s'est douté tout de suite que j'étais chez le coiffeur. Et il m'a retrouvé à cet endroit-là. Et quand on a réintégré dans notre 4 pièces, dans notre 16 mètres carrés, on a mis un gros cadenas sur le petit portail, on a fermé les volets, on est inexistant, on n'est plus là. Oui, mais donc vous n'aviez pas de faux papiers. Tout le monde savait dans le village non, alors, parce que vous étiez juif. Voilà. La preuve, cette jeune fille... On n'avait rien. Effectivement, ceux qui avaient de l'argent, les juifs qui avaient mis des économies, ils avaient plus de chances de survie. Plus de chances de survie parce qu'ils pouvaient soudoyer quelqu'un. Ils pouvaient acheter au marché noir. Ils pouvaient aller traverser la ligne de démarcation en payant un passeur. Parce mon père n'avait pas d'argent, il n'avait pas ça. Mais je pensais par exemple ce coiffeur communiste. Bon, il vous a sauvé. Bien sûr. Temporairement, tout au moins, puis il vous a surtout soutenu. Oui. Ça, je pense que c'est important, d'après ce que vous disiez, alors que toute la population du village était restée passive. Il n'avait pas de moyens de vous obtenir des papiers, parce qu'il y a beaucoup de militants qui ont fabriqué des papiers gratuitement. Enfin, oui, mais je pense il a été communiste, il avait la réputation d'être communiste, c'était pas un militant. Oui, c'est-à-dire, c'était pas un militant actif du parti. Oui. C'est un communisant, quelqu'un oui, qui c'est ça. Voilà. Et donc, quand votre père a été arrêté, les gens qui étaient venus se réfugier chez vous étaient déjà repartis. Alors à partir de là, ils étaient 12. Bon, tout le monde a compris qu'il fallait vite prendre les clics et les claques et partir. Et chacun essayait de sauver sa peau comme il a pu, soit en trouvant une autre plante, soit en passant la ligne de démarcation. Et en fin de compte, quand j'ai fait le bilan après la guerre, ils se sont tous fait avoir, il n'y a eu aucun survivant. Après cet épisode-là, qui est, j'allais dire, miraculeux, d'une certaine façon... Il m'en a fallu plusieurs, un miracle. Oui, plusieurs. Oui. Moi, je suis toujours frappé par les gens qui, comme vous, ont traversé ces drames horribles, et qui disent finalement, j'ai eu de la chance. Bon, c'est pas ce que vous avez dit, mais souvent certains disent, j'ai eu de la chance. Mais je dis, quelle chance d'être plongé dans une telle situation, de toute façon. Oui, mais à partir du moment où, avec cette situation, si on fait partie des survivants, il faut être malin, il faut savoir souffrir, et il faut avoir de la chance. Et donc vous êtes revenu à Paris après? Non. Non. Alors on est resté planqué dans notre maison, et il s'agissait de survivre dans cette maison. Alors, oui, mais alors quand même, dans le village, après cet épisode, où tout le monde avait vu ce qui s'était passé, il n'y a pas eu de... Personne ne savait qu'on était là. Ah oui. Ouais. Sauf notre voisin, Jean Roche, qui était un des responsables du groupe de résistants. C'est lui qui m'a fait intégrer le groupe d'Ozoir. À part lui... Et les coiffeurs. Voilà. Alors, il y avait une trentaine de juifs qui étaient dans le cas de mon père, qui avaient soit une petite maison, soit qui louaient chez quelqu'un, une trentaine de juifs qui étaient à Ozoir et qui sortaient la nuit pour aller chez un commerçant, acheter de la farine, du pain, enfin, pour survivre. Alors, comment on survivait? Dans les bois, on pouvait survivre, personne ne nous voyait. Et à l'époque, c'était des bois, partout. Il y avait 1200 habitants, maintenant il y en a 23 000. Il a fallu couper des arbres pour construire. Donc c'était des forêts, la forêt d'Armainvilliers.
Alors, il y avait la saison du muguet. La saison du muguet, on ramassait du muguet, on connaissait, par l'intermédiaire de notre voisin Rush, on connaissait quelqu'un qui nous achetait le muguet pour le vendre à Paris. Ça nous faisait un peu d'argent. Il y avait la saison des mûres. On faisait pareil, on ramassait des mûres, on le vendait. Il y avait la saison des fraises de bois. On ramassait des bouteilles entières de fraises de bois, on les vendait. On vivait comme ça. Les champignons. On ramassait mon père. C'était un gars extraordinaire, mon père. Il avait tellement de connaissances. Moi, il connaissait les champignons, ça nous permettait de manger au moins des champignons et puis de pouvoir en vendre. Alors on vivait comme ça. Mais tout ça clandestinement, ça se passait dans les bois, dans la forêt. Peut-être que quelqu'un a supposé, a soupçonné qu'on devait être là. Mais globalement, personne ne savait. Et cependant, Harry, on avait parmi les gens qui étaient à Ozoir, une femme qu'on connaissait de Paris, qui s'appelait Léa, et qui était planquée également avec un petit garçon de 8 ans. Cette Léa travaillait dans une ferme pour avoir de quoi se nourrir. Et un jour, elle revient de la ferme et elle voit, là où il y a l'hôtel de ville, une demi-douzaine de camions allemands. C'était tout à fait inattendu. Et en voulant rentrer chez elle, il y avait un camion qui s'était déplacé, qui était arrivé devant la maison où elle habitait, et elle avait donc ses parents, et puis deux petites nièces, qu'on était en train d'entasser dans les camions qui étaient arrêtés. Quand elle a vu ça, elle a compris que c'était tous les juifs d'Ozoir qui étaient menacés. Et comme on habitait à l'extrémité de la ville, elle s'est dit, j'ai des chances d'arriver chez Henri avant les Allemands. Alors elle a couru, elle a dit à mon père, il faut se planquer, vite, 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 ils arrêtent les Juifs. Et alors donc on s'est planqué dans les bois. On est resté 3 jours. On avait faim, on avait peur, on avait soif. Ah. Ça dure pas longtemps. Hein. Et alors, quand on est au bout de 3 jours, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas durer comme ça. On est revenu le soir et on a été voir Roche, notre voisin, et on lui a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut survivre. Il dit écoutez, moi je suis cheminot, j'ai un petit salaire, j'ai 2 enfants, je ne peux pas vous garder chez moi. Mais à côté de chez moi, il y a un terrain vague et il y a un bâti en tôle ondulée. De la ferraille en tôle ondulée qui doit faire, je ne sais pas moi, 2 mètres 50 sur 2 mètres 50. Il y a des clapiers à lapin là-dedans. Il n'y a plus de lapin, mais il y a des clapiers. On va virer les clapiers et vous allez vous planter là-dedans. C'est pas le luxe, c'est rien, c'est la terre. Et puis, personne ne pensera que des êtres humains sont dans un truc comme ça. Là, on était 4. Il y avait mon père, moi, Léa et son petit garçon de 8 ans. Et Roche venait nous apporter le soir, il y avait un plat de rutabaga, il nous apportait de l'eau. Bon, il faisait ce qu'il pouvait, mais il faisait, on crevait de faim, je vous assure. Alors, pour survivre, on sortait la nuit, dans la journée on n'avait pas le droit. Pas de pipi, rien du tout, hein, rien. C'était, fallait parler doucement. Et alors, la nuit on sortait et on essayait dans les fermes de revenir avec des œufs, avec du beurre, avec quelque chose. Et mon père ne parlait pas le français. Alors, donc quand on s'est trouvé avec un paysan, il me disait ce qu'il fallait dire, et c'est comme ça que ça se passait. Et je me souviens qu'un soir,
sur la route de Chevry. Chevry, c'était une petite ville qui était attenante à Ozoir. Il y avait un amoncellement de fans de choux. Alors, je dis à mon père, regarde, des fans de choux. Je vais chercher une brouette, là, ben, on en a pour 8 jours. Là. Et mon père, avec sa culture ancestrale, il dit, ah, non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il faut aller voir le paysan, il faut lui demander si on a le droit. Bon. Alors on va voir le paysan, et je me souviens, il s'appelait Bec. B-E-C-K. Bec, il me dit, dis-lui qu'on est 4 personnes, qu'on a faim, on n'a rien à manger, est-ce qu'il nous autorise à prendre ces fans de choux? Et le paysan a répondu, ah non, 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 moi j'en ai besoin pour mes bêtes. Oh là là. J'en ai besoin pour mes bêtes. Alors mon père lui dit, dis-lui que c'est une question de survie, on n'a rien à manger, qu'il fasse preuve de compassion. Et je lui explique qu'il fasse preuve de compassion. Et lui dit, non, 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 j'en ai besoin pour mes bêtes. Alors ça se passe comme ça. Oh là là. J'assiste à la scène, mon père, il avait une petite poche à montre là, et il sort un louis. Je ne savais même pas qu'il avait un louis. Il devait avoir une espèce de porte-bonheur. Il dit au paysan que je lui donne ça. Et quand le paysan voit le louis en or, il fait oui. Ah. Alors, bon, moi je vous raconte comme c'est, hein, Oui. je vous jure que j'invente rien. Et alors donc, à partir de là, mon père lui donne de lui, on va chercher un chariot, et puis on remplit le chariot. Mon père pâtissier savait cuisiner. Avec Roche, on a trouvé un tonnelet, et il a râpé, il est fan de choux, il a râpé, je ne sais pas comment il a fait sa sauce, mais enfin bon, il a rempli. Il a fermé le couvercle. Et nous, on était autour avec des assiettes en aluminium. Et mon père a dit non, 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 il faut que ça macère, c'est pas possible, on ne peut pas manger comme ça, il faut attendre. Alors on a attendu je ne sais pas combien d'heures. Et nous, on bavait. Et puis il y a un moment, il a ouvert son couvercle et il a servi Léa, il a servi le petit gosse de 8 ans. Et au moment de me servir, il y avait un rat. Je vous jure, il y avait un rat qui était crevé dedans. Oh là là. Alors je vais vous dire comment ça se passe. Il prend le rat, il ouvre la porte, il le jette, et il finit de servir tout le monde. Personne ne dit rien. Ce n'est que 15 jours plus tard, ou 3 semaines plus tard, on a mangé ces choux alors qu'il y avait un rat crevé dedans, mais c'était dégueulasse au possible. Ben oui, quand on a vraiment, vraiment la dalle, vraiment faim, oui, on mange comme ça, c'est passé comme ça. Et puis, je ne sais plus combien de temps on est resté là-dedans. Tous les juifs de Zoar ont été arrêtés, mais il y avait 15 enfants. J'ai réussi à obtenir de la municipalité après la guerre qu'on élève un bâti avec le nom de mes 15 copains et copines. Personne n'a survécu. Il n'y a eu aucun survivant. Et puis, au bout d'un certain nombre de mois, on a réintégré nos 16 mètres carrés. Et Rush m'a dit, bon, l'année dernière, on ne voulait pas de toi, en me parlant, tu avais 15 ans, on ne voulait pas avoir un môme dans nos pattes, on n'avait pas que ça à faire. Maintenant, tu as 16 ans, si tu veux, je dis, je veux, mais surtout que mon père ne soit pas au courant. Il ne faut absolument pas qu'il soit au courant. Je trouverai des excuses pour mes absences. Je suis le seul survivant de sa famille. Sa raison de vivre, c'est mon existence. S'il sait que je fais partie d'un groupe de... Alors, Rush m'a dit, on fera de nous mieux pour qu'il ne soit pas au courant.
Ça, c'était en 44. Ça, c'était en 44, à partir du mois de... Oui, je comptais avec votre âge, oui, c'était en 44. Oui, c'est ça, j'avais 16 ans. Oui. Oui. Et alors, donc, c'était pas un groupe extrêmement actif. J'ai connu des groupes de résistants mais le simple fait d'être résistant, on risquait sa peau. Nous, à double titre, parce qu'on était juifs et parce qu'on était résistants, on a fait des déraillements de matériel allemand, on a attaqué on a fait sauter des dépôts d'essence. On a... Ce groupe, c'était un maquis? Non. Non, c'est un groupe qui était installé comme ça. C'est ça, ils se réunissaient d'ailleurs, c'est bien simple. Il y a un soir, c'était le 22 juin 1944. Le 22 juin, les Américains avaient déjà débarqué. Ils se dirigeaient vers Ozoir. Les résistants, le groupe de dirigeants se sont réunis. Moi, j'étais à l'extérieur, je faisais le paix. Je regardais, il n'y avait rien. Et ils voulaient avoir la fierté de dire, c'est pas les Américains qui ont libéré Ozoir, c'est nous, les résistants, qui allons le faire. Alors bon, il faut occuper la mairie, il faut occuper la gendarmerie, il faut occuper l'église. Bon, on avait préparé. Et d'un seul coup, il y a un fracas épouvantable. Les vitres. Alors tous les résistants sortent et on voit des escadrilles d'avions américains qui bombardent Tournan. Tournan, c'est la ville qui jouxte Ozoir, Tournan-en-Brie. C'est juste aller à 5 km. Et nous, quand on voit les bombes qui tombent des avions, le Rush dit, on laisse tomber la réunion, il faut aller aider. Et alors, on se met à courir, on arrive à Tournan. Là, je vous passe les détails. Hein. C'est horrible. Après, c'est les gradins, on peut même pas arriver, il faut déblayer pour que les camions, les ambulances, les pompiers puissent passer. Après, il y a les pleurs, les femmes, les hommes, les enfants. Il y a la fumée, il y a les flammes, c'est des chaleurs épouvantables. On a fait tout ce qu'on a pu, on a passé toute une nuit. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse en fait. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont bombardé cette ville, les Américains? Parce qu'ils sont plantés. Parce qu'ils sont à côté, il y avait Gretz. Gretz, c'était une grande gare de triage. Écoutez, Tournan, ça a tellement imprégné ma mémoire. Je fais beaucoup de sport. Je fais du vélo. Je faisais à peu près 15 000 km par an. Et après la guerre, quand je faisais du vélo, 2 fois, 3 fois ou 1 fois par semaine, je partais de Paris, j'allais jusqu'à Coulommiers. Et puis, quand je revenais de Coulommiers, je passais par Tournan. Et je revoyais mes scènes. J'ai fait ça pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il n'y a pas eu une semaine où je ne suis pas repassé par Tournan. Alors, je tourne la page pour vous raconter une anecdote intéressante. Je travaille beaucoup avec le mémorial qui me téléphone. Jacques, on a besoin de toi, il y a un témoignage, il y a des écoles. Voilà, je fais mon boulot. Et là, il y a Jacques Olivier, un des responsables, qui me dit, Jacques, on a besoin de toi. On a 4 classes, ce sont des grands, des premières. Ça nous plairait que tu puisses venir. Je lui dis, à la date que vous me proposez, je ne peux pas. Jacques, fait un effort, je t'assure, ça nous aiderait beaucoup. Mais là, je ne peux pas, cette date-là, je ne peux pas. Bon, bah, je vais essayer de trouver une solution, qu'il me dit. Et puis, avant de raccrocher le téléphone, machinalement, presque instinctivement, je lui dis, mais pourquoi? Qui vient? Et il me dit, ce sont des écoles de Tournan. Alors, il dit, je viens. Alors, écoutez, donc j'arrive, il y avait 4 classes, ça faisait à peu près, il y avait une centaine de mômes qui étaient au mémorial, dans un grand amphithéâtre.
Et je raconte mon histoire comme je vous la raconte à vous, avec une demi-heure pour les questions-réponses. Et dans les questions-réponses, à la fin, je demande aux jeunes, vous êtes combien à savoir que Tournan a été déglingué à 60% le 22 juin 1944. Il y a eu 70 morts, des dizaines de blessés et la moitié de la ville détruite. Vous êtes combien à savoir ça? Alors sur les 100, il y a une main qui s'est levée. Les grands-pères n'en ont pas parlé là aux enfants qui étaient les pères de ceux qui étaient là. J'étais sidéré. Alors, j'étais sidéré, pourquoi ça ne s'est pas transmis? Qu'est-ce que c'est? Bon, alors, 8 mois après, on me retéléphone, ce sont d'autres classes de Tournan qui sont là, j'y vais, je fais mon boulot, et quand je demande, vous êtes combien à savoir que Tournan a été bombardé, toutes les mains se sont levées. Toutes. Oui. Les premiers ont appris ça et ont communiqué aux autres. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en commençant, hein, finalement l'intérêt, la nécessité absolue de témoigner, c'est voilà, que, a priori, les enfants savent peu de choses, pour plein de raisons, mais ils ont soif de savoir, et quand ils savent, après ils en parlent. Nous, on sait, au lycée, on discute avec les enseignants qui sont toujours en place là-bas, et ils nous disent, mais les élèves qui ont entendu les témoignages racontent à leurs parents, qui souvent ne savent pas, ou très peu de choses. Les élèves, vous voyez, que vous avez rencontrés, ils en parlent autour d'eux, à leurs copains, à leurs parents aussi. Et finalement, ça écarte un petit peu l'obscurité qui... Mais pourquoi les survivants du bombardement, là, bon, on a tué, il y a eu 60 morts. C'était une ville où il y avait 4000 habitants. Il y avait des survivants. Pourquoi eux n'ont rien dit à leurs enfants? Bon, écoutez, j'ai fait... Je ne sais pas, moi, peut-être ont-ils parlé à leurs enfants, et leurs enfants, peut-être, eux, n'ont pas senti la nécessité de transmettre à ce moment-là. Parce que moi, je vois quand même les choses depuis le temps qu'on travaille sur la mémoire avec des jeunes, c'est que le besoin de savoir dont je parlais, il est, je dirais, plus important maintenant qu'il y a une génération. Ça, on l'a ressenti, nous. Oui, donc c'est peut-être ça. Hein, je suis d'accord avec ça. Ouais. Je suis d'accord. Alors, moi, j'ai une petite explication. Après la guerre, les survivants, ceux qui sont revenus des camps, ou ceux qui ont échappé aux rafles, qui étaient planqués, on a eu 2 générations au moins de gens qui n'ont pas parlé. Ils ne parlaient pas. À tel point que je me suis dit que quand la douleur est très profonde, au point que on ne trouve pas les mots qui soient adéquats pour la décrire, on se tait. Surtout si c'est une période où c'est après la guerre, c'est après une période de souffrance, où les gens ne savent pas ce qu'ils veulent entendre. Oui, ils ne veulent pas entendre. Il y avait tout ça. Oui. On s'est battu à Ozoir et on a libéré Ozoir nous-mêmes. Il s'est passé la chose suivante. Il y a un moment, il y a des routes vicinales, il y a des fossés sur les côtés pour les écoulements d'eau. Et on était une quarantaine de gars à Ozoir dans les combats pour la libération d'Ozoir. On était en face du château de Rothschild, là où mon père a été arrêté, pour voir s'il y a des Allemands qui allaient sortir. Puisque avant c'était là leur point de fixation. Et d'un seul coup, il y a un gars parmi nous qui se lève et qui dit « Il y a un tank derrière nous ». Alors on se retourne et on voit un tank américain qui avance tout doucement. Et il y a un lieutenant qui est là, qui commande les 40 gars là, et qui dit « Vous êtes combien à parler l'anglais là? Vite, 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 il ne faut pas qu'ils nous tirent dessus, qu'ils nous prennent pour des Allemands. » Il y avait 40 gars à peu près, personne ne parlait l'anglais. À l'époque, personne ne parlait. Alors
il est venu me voir, il m'a dit, écoute, toi, avec ton yiddish, tu te débrouilleras mieux. Va le voir, et dis-lui que nous, on est des résistants. Alors, je suis en train de cavaler avec un mouchoir blanc, et j'arrive vers le tank, et heureusement que le gars, il parlait un peu le français, ce qui nous a permis de communiquer avec des gestes et tout ça. Et naturellement, j'arrive, il me demande si je speak English. Alors, je lui dis, je speak rien du tout. Et il sort un bouquin. Alors, c'était un bouquin, il y avait marqué en français, y a-t-il des Allemands? Oui, non. Combien sont-ils? Alors, il y a des chiffres, 1000, 800, 800, 500, nanana. Et ont-ils des armes lourdes, ont-ils des armes légères? Et pour autant que je savais, j'expliquais. Je ne savais pas, je ne savais pas. Et à la fin, il me demande, est-ce que vous savez où se trouve l'hôtel de ville? Je dis oui. Alors il me dit montez. Je monte sur un char américain, il parle dans un micro, et des bois environnants, on ne voyait rien du tout. Il y a une dizaine de chars qui sortent, qui se mettent à la file indienne. Je suis sur le premier char, et je rentre à Ozoir où la foule était déjà là. Et ce que je me disais en regardant tous ces gens qui disaient vive la France, est-ce qu'il y a des gens qui vous avez vu pleurer passer derrière mon père? Voilà. J'y pensais quand vous commenciez à raconter ça. Et sûrement, il y en avait. Voilà. Et alors, et puis bon, un dernier souvenir marquant. Un dernier souvenir marquant, c'est une dizaine de camions américains qui arrivent. Et il y avait des blessés allemands, que des blessés allemands. Moi, j'allais témoigner dans un collège qui s'appelait Sainte-Thérèse à Ozoir. Et avant qu'ils construisent ce collège, il y avait une école communale et ils ont balancé une centaine de blessés par terre, là dans le préau. Et j'ai pas aimé ça, bon, enfin, ça s'est passé comme ça. Et bon, et sans, c'est pas comme au cinéma, hein, les blessés de guerre. Il y en a qui n'ont plus de nez, il y en a qui n'ont plus. Et puis ça pleure, et puis ça hurle. Et puis après, ça ne hurle plus quand il est mort. Et j'étais tout seul à garder ces mecs-là, je ne sais pas pourquoi. J'étais tout seul. Alors il m'appelait, il me disait, parlant en allemand, il avait du pot, hein, il me disait, mes cigarettes, tu peux me sortir mes cigarettes. Alors je sortais ces cigarettes, je lui allumais. Après, il y en avait un autre qui me disait, écoute, là j'ai mal, là, tourne-moi sur le côté. Alors je prenais, je le tournais sur le côté. Et les autres, quand ils voyaient ça, ils m'appelaient, ils me montraient les photos de leurs parents, de leur là. Et mes copains l'ont su. Et il y a, oh, pas la moitié, il y a un groupe des anciens résistants, des bons copains, ils m'ont dit, mais comment tu peux avoir de la compassion pour ces mecs-là? T'as tué, ils ont tué ta famille, et toi tu trouves le moyen de les soulager. Je dis, écoute, de deux choses, l'une, je me conduis comme eux, c'est pas la peine de faire les guerres, hein, ou je me conduis comme eux. Et là, moi je fais la guerre parce que je suis pas comme eux. Parce que c'est cette bestialité que je veux exhiber. Voilà. Alors voilà, ça c'est également des grands souvenirs que j'ai. Oui, je crois que c'est important effectivement d'avoir une attitude comme celle-là, ce qui prouve que vous êtes un homme et non pas un monstre. Voilà, c'est ça. Eh bien, j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu sur la période qui a précédé la guerre, juste immédiatement, enfin, disons le début de la guerre, la période 39-40, avant qu'il y ait les premières rafles qui ont commencé en 41, je pense que vous les avez à Paris, vous en avez été avertis. En 41, c'est ça. Et donc, si vous pouviez revenir un petit peu sur votre vie à Paris avec vos parents. Avant les rafles. Oui. Alors, bon. Entre le début de la guerre et les rafles. Hein. D'accord. Alors, les choses marquantes, ce sont les vitrines des petites épiceries juives, ou les cafés juifs, ou les petits commerces. Il y a une grande affiche, magasin juif.
partir de quand? Ça, c'était dès 41, mon avis. C'est-à-dire que tous les magasins juifs, bon, après, qu'est-ce qui se passe? Les abris. Tous les immeubles, il y avait une cave qui était assez profonde, il y avait une affichette, abri pour 50 personnes, pour 40 personnes, voilà, ça c'était indiqué. Les phares des voitures sont peints en bleu. Il ne doit pas y avoir aucune lumière qui transperce, tout le monde doit avoir des rideaux fermés. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis, les lois anti-juives. Oui, dès octobre 40. Hein. Les lois, le 4 octobre 40, oui. Les lois anti-juives, vous les connaissez? Oui, mais ouais, est-ce que comment vous les avez ressentis dans la vie quotidienne? Alors, moi, j'avais 14 ans à l'époque. C'était difficile, j'avais plus le droit de sortir à partir de 8 heures. Je devais porter une étoile. Et le premier jour où j'ai porté l'étoile, j'osais pas aller à l'école. C'était à la fin du mois de mai, début juin. Pour aller à l'école, je me souviens, je me grattais l'épaule pour qu'on ne voit pas mon étoile. Cette étoile, elle avait comme but qu'on soit désigné pour être méprisé par la population. Et vos camarades d'école, comment ils ont réagi quand vous êtes arrivé avec votre étoile? C'est exactement la phrase qui allait suivre. Voilà, c'est ça. Et je suis arrivé à l'école, j'ai été entouré par mes copains, par mes copines. Et il y a un moment de curiosité qui dure 1 minute, 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi toi? Même pas. Voilà. Et alors, j'ai été leur copain avant l'étoile, j'ai été leur copain après l'étoile. Le directeur a rassemblé tous les élèves dans la cour et leur a dit, celui qui cherchera des noises à un élève qui a une étoile, il aura affaire à moi. Et je n'ai jamais eu. Je ne dis pas que ça a été le cas pour tout le monde. Chacun a vécu ça d'une autre manière. Moi, je me sentais honteux en me disant je suis méprisé. D'autres de mes copains, des petits juifs, en ont fait un élément de fierté. Bon, chacun réagit d'une manière très différente. Ça, c'était... Je me souviens qu'un jour, j'avais été voir un copain dans un immeuble, un grand immeuble à 300 mètres de chez moi. Et puis, quelqu'un m'a dit, vite, sauve-toi, il est 8 heures passées. 8 heures passées, c'est-à-dire, j'ai plus le droit d'être dehors. Et le concierge, c'était pas des gardiens à l'époque, on appelait ça les concierges, il me voit, il m'empêche de sortir, et il dit à son fils, va chercher les flics. Et il les tire, c'est vrai comme ça. Et moi, je suis conscient du risque énorme, je prends mes poids. J'ai couru, j'ai échappé. Alors le plus terrible, c'est que après la libération d'Aujoire et la libération de Paris, je suis revenu à Paris et j'ai retrouvé ce mec-là avec un brassard FFI. Oh, c'est pas... Quelquefois, on se dit c'est des situations de caricature, c'est pas possible. On sait quand même que les concierges étaient souvent, pas toujours, mais indicateurs de la police. Mais alors là, vraiment... Et alors, votre réaction quand vous l'avez vu avec ce brassard? Ma réaction, qu'est-ce que tu fais avec un brassard? Alors, il a refusé le contact, la discussion, et il est parti. Bon, c'est resté sans suite. Mais c'est pour vous dire les scènes qui se produisent. Ah, oui. Alors j'étais revenu à Paris dans l'espoir de retrouver mon logement. Mon logement, c'était une pièce. Ouais. C'était une pièce de 12 mètres carrés. Mais 12 mètres, on était à 4. Il y avait mon petit frère, moi, ma mère et mon père. Mais il y avait l'électricité. C'était un miracle. On appuyait sur un bouton, il y avait de la lumière. Les water, il y avait sur le palier, mais on n'était pas obligé de faire la queue dans la cour, c'était extraordinaire. Donc, je me suis dit, je
je vais dire à mon père qu'on peut revenir à Paris, je vais d'abord essayer de récupérer mon logement. Et j'arrive rue des Cendriers, c'est au métro Ménilmontant. Et je me fais mon cinéma, alors c'était juste après la Libération, j'avais mon brassard, j'avais un flingue, et puis j'arrive au premier étage et je frappe à ma porte. Et mon cinéma c'était, voilà, moi j'habitais là, c'est de là que ma mère a été déportée, vous prenez vos affaires, et moi je récupère mon bien. Alors la porte s'ouvre, il y a une femme qui me dit qu'est-ce que c'est? Elle porte un enfant sur le bras et elle en tient un autre par la main. Elle me dit c'est pourquoi? Et là on ne dit plus rien. On ne dit plus rien. Alors que j'ai dit écoutez, c'est de là que ma mère a été déportée. Est-ce que vous m'autorisez à rentrer pour le souvenir? J'ai dit oui, volontiers, rentrer. Voilà, je suis rentré. J'ai trouvé que la pièce était encore plus petite que je l'imaginais. Ah oui. Et puis voilà, j'ai pas eu de logement comme ça. D'autres questions? Oui, mais bon, d'abord une question qui est annexe, mais qui ne l'est pas vraiment. Dans votre groupe de résistants, apparemment, vous aviez des armes. Oui. Et bon, c'était un problème pour tout le monde. Comment Tout le monde n'en avait pas. Hein. Ah oui. Nous, c'était un groupe socialisant. On était dans le groupe Libération Nord. Ah d'accord, oui, c'est ce Libération que j'allais vous Nord, demander, oui. C'était de... Enfin, moi j'avais rejoint le groupe, je ne m'occupais pas Oui. Bien sûr, oui. de leur philosophie politique. Mais il est vrai que les dirigeants de Libération Nord étaient de C'était Christian Pineau. C'est Christian Pineau qui... Voilà, qui est c'est ça, c'est l'origine Christian Pineau qui était Ouais, responsable. Oui. Oui, mais ça, c'est effectivement, on ne choisit pas forcément son groupe de résistance. Voilà. L'essentiel, c'est d'être résistant, parce que tout le monde œuvre à la même chose. Ouais. Oh, une scène que je devrais vous raconter. C'est le jour qui a été décidé par les dirigeants de la résistance d'Ozoir de participer à la libération de la ville par des combats contre les occupants. Alors Roche habitait en face de chez moi, il sort, et à travers le portail, il me crie « Jacques, c'est notre jour, viens !» Et lui, il avait déjà un fusil. Et moi, j'entends ça, j'étais dans mon grenier, on avait un petit grenier, je descends, et mon père voit Roche avec un fusil, et il comprend que c'est pas une balade normale. Alors il se met devant le portail, et il m'empêche de passer. Et moi j'ai dit, écoute papa, c'est comme ça, c'est plus important que nos sentiments. Et il dit, non, 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 moi j'ai qu'un seul fils, la libération se fera sans toi. Non, non, non. Et alors je suis obligé de faire un détour, de trouver un endroit où j'enjambe le grillage. Et on fout le camp dans la ville, et mon père se met à courir derrière nous. Et je suis avec Roche, et dans le ciel, il y a un combat d'avions entre Américains et Allemands. Alors ça se passe comme ça. On se met à plat ventre. Les avions remontent. On se relève et on se remet à courir. Et on se remet à plat ventre. Et mon père se met à plat ventre comme nous, devant, moi j'étais à 100 mètres devant lui. Et puis il criait en yiddish, Jacques, reviens à la maison, reviens. Il courait derrière moi, il ne voulait pas que mon fils. Bon, puis en fin de compte, à l'arrivée de la vieille ville d'Ozoir, là où il y avait la mairie, il y avait un cordon de résistants. On pouvait passer que si on connaissait le mot de passe. Alors le mot de passe, il le connaissait, Roche le connaissait. On est passé, mon père arrive, on lui demande le mot de passe. C'est mon fils, mot de passe. Et alors donc, pendant 3 jours, on s'est battu, ça a été des accrochages très très sérieux. Les Allemands se sont, enfin je dirais, étaient là et ne souhaitaient, enfin ne voulaient pas partir. Donc, parce qu'il y a des endroits où quand ils ont vu qu'il y avait des révoltes, ils sont partis. C'est une situation, par exemple, bon, à la gare,
ils étaient facilement une trentaine à la gare. Je ne sais pas pourquoi ils sont restés là, pourquoi ils n'ont pas foutu le camp avec les autres. Et donc il a fallu se canarder avec eux. Et alors donc il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Mais pourquoi ils sont restés là, je ne sais pas. Et partout où on s'est battu, c'était des groupes qui ne savaient plus où aller. Et on se canardait les uns les autres. On a fait des prisonniers. On a eu des tués, eux aussi. C'était comme ça. À côté de moi, il y avait un gars. Sur la cinquantaine de types qu'il y avait à la gare, là, on m'avait filé un fusil, un Mauser. Vous connaissez les Mauser allemands, non? Oui. Bon, ce sont des fusils, on met des chargeurs à 5 balles, Oui. et à chaque fois, il faut remettre la balle dedans. Oui. J'avais un Mauser, la crosse était fondue, j'avais toujours peur que ça me pète à la figure. Et à côté de moi, il y avait un gars, c'était le seul qui avait un casque. Un casque de la guerre des 14 avec une banane là. Alors un casque en acier, je me suis dit, bon, ben, au moins lui, sa tête est protégée. Et il a été tué à côté de moi avec une balle qui a passé le casque, et la tête et tout ça. À quoi ça servait, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ça, c'est des souvenirs en vrac. Quand vous serez parti, il y a d'autres souvenirs qui vont revenir. Voilà. Mais ça, je crois que bon, c'est vrai que c'est important que quand les Américains sont arrivés, quand même la plus grande partie du territoire a été libérée. La plus grande, la moitié du territoire, oui, oui. Hein, nous, on a fait les ça, c'est important de le dire, de le souligner, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'historiens de la résistance, spécialistes de la résistance, sérieux, qui disent le rôle de la résistance a été négligeable. Il y en a, hein, j'en connais. Donc c'est bien qu'on puisse montrer que ça a été important. Et les Américains eux-mêmes l'ont reconnu. Quand ils sont arrivés en Bretagne, une grande partie du pays avait été libérée. Quand ils sont arrivés dans le sud-ouest, une grande partie du pays était libérée aussi. Écoutez, ça, c'est la résistance. Il y a eu un rôle extrêmement important, c'est que le fait qu'il y ait une résistance, ça a mobilisé plusieurs divisions allemandes qui ne pouvaient pas aller sur le front de l'Est, chez les Russes qui ne pouvaient pas aller en Normandie, parce qu'il y avait des résistants ici, et ne serait-ce que ça a été un rôle considérable. Juste après la libération, comment ça s'est passé à ce moment-là? À quel moment? Juste au moment de la libération de Paris, la guerre a continué. À quel moment? Bon, bah, on s'est battu pendant 3 jours. Et puis, on s'est battu, et après, au bout de 3 jours, je suis rentré chez moi parce que j'en pouvais plus. Il y avait un de mes responsables, un caporal, je ne sais pas quoi, il m'a dit, bon, bah, écoute, avec la tête que tu as, va te coucher. Et j'arrive chez moi, et chez moi, dans ma pièce, il y avait mon père avec un officier américain. Je ne sais pas comment il s'est démerdé pour trouver un officier juif. Voilà. Et alors l'officier juif, l'officier juif voulait savoir. Il parlait en yiddish. Il parlait en yiddish. Bah oui. Il parlait en yiddish, ouais. Il ne s'en serait pas sorti. Et quand mon père lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et l'autre lui a dit, fais-moi une soupe. Il mangeait du cornet de bif, il mangeait que des conserves. Et mon père lui a fait une bonne soupe. Et alors quand je suis arrivé, mon père qui était omnibulé par le départ de son fils avec les autres résistants, quand je suis revenu, il a dit à l'officier américain, c'est mon fils, c'est un partisan. Là, oui. Alors, j'ai salué l'officier américain, je me suis balancé sur le lit et j'ai dormi, j'en pouvais plus. Mais je pense que peut-être dans ta question, Miguel, c'était comment avez-vous retrouvé une vie normale après? C'était pas une vie normale, c'était la joie, le bonheur de la libération et la tristesse, la douleur de tous les gens qui manquaient, de toute ma famille qui manquait. Il ne restait plus personne, tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, ceux qui se sont cachés chez moi, les juifs d'Auloir, tout ça, ça fait partie de l'hécatombe. Alors ça, c'était une partie très douloureuse de notre vie,
que les autres non-juifs n'avaient pas, tant mieux pour eux. Mais à part ça, d'être libre, c'était également un bonheur formidable. Vous voyez, c'était ces deux sentiments mélangés. Vous avez retrouvé votre ami d'école maternelle. Ah ouais, alors mon école, ah là là. Alors mon ami, si vous aimez les histoires d'amour, Ça fait du bien. alors voilà, ma femme, elle avait, son père a été arrêté à Drancy. Il a été à Drancy. Elle était juive, elle aussi. Ah oui, elle était juive. Mais très honnêtement, je ne me suis pas marié avec elle parce qu'elle était juive. Je me suis marié avec elle parce que j'étais amoureux d'elle. Hein, quand je vais dans les écoles, je leur dis, j'ai perdu mes petits copains d'école. Quand on a mis une plaque, bon, je vais vous le dire quand même, ma femme et moi, on est à l'origine de la création du comité Tlemcen. Annette et moi. Le comité Tlemcen, ce sont des anciens élèves qui ont survécu à la guerre et à qui qu'on a contacté, à qui on a dit « Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se démène pour que les copains qui ont été déportés, les anciens élèves qui ont été déportés, on fasse une plaque avec leur nom ?» Ils ont dit oui, disons à 99%, ils ont dit oui. Quelques-uns ont dit je ne veux plus revoir, je ne veux plus entendre parler de ça. Hein, il y a eu tout ça. Et puis donc, on a posé une plaque dans les 63 écoles du 20e, avec les noms et les âges de mes copains. Dans mon école, une école de quartier, vous vous rendez compte. On a mis 163 noms, 163 enfants. On n'avait même plus, on s'était gouré, on n'avait même plus assez de place, il a fallu en mettre une deuxième pour compléter. Des innocents, ils n'ont rien fait. Ils ont même pas choisi d'être juifs. Ça leur est tombé comme ça, bon, ils ont assumé. Quand on leur a les survivants, mais pourquoi? Ils ne comprenaient pas les mômes de 14 ans, de 13 ans, qu'est-ce qu'on a fait? C'était ce point d'interrogation. Voilà, on payait de la vie. Alors, bon, il y a ça. Et puis, tous les ans, je vais à Ozoir, où il y a le monument pour mes 15 enfants, mes petits copains, qui ont été déportés. Et, bon, le maire tient à ce que je fasse le discours essentiel. Et mon but, maintenant, et tant que je vivrai, c'est me battre contre l'oubli, qu'on n'oublie pas. Je finis toujours en leur disant, rappelez-vous que cela fut, ça existait, ça s'est passé comme ça. Et dans les écoles, quand j'y vais, mes petits copains étaient juifs, mais s'ils avaient été turcs, ou tziganes, ou arméniens, ou tout ce que vous voulez, je serais devant vous de la même manière. Voilà. Oui, moi je voudrais juste souligner qu'effectivement le travail du comité Tlemcen, c'est un travail extraordinaire. Non, oui, parce que c'est ma fierté, oui. Oui. Parce que ces enfants-là seraient oubliés. Et c'est bien qu'il y ait leur nom, parce qu'au moins il y a un endroit de recueillement finalement. C'est ça. Alors, je vais vous raconter. Je vous en prends un petit. Ah, c'est un passage de mon existence. Je suis malentendant. Ah bon? On en a parlé l'autre jour, moi aussi. Je suis malentendant, mais jusqu'à 10, 11 ans, peut-être 12 ans, je ne sais plus exactement, je ne le savais pas. Ah oui? Je ne savais pas. Ah oui, d'accord. Chez moi, personne, on parlait fort parce qu'on se rendait compte qu'il fallait parler fort pour communiquer, mais je ne savais pas que j'entendais moins bien que les autres. Alors, j'étais dans une classe, à l'époque j'allais, oui c'est ça, à l'école Tlemcen,
il y avait une institutrice, une très très belle femme, qui avait perdu un enfant qui avait 10 ans. Et ça a été un bouleversement de sa vie, quelque chose de terrible. Et il se fait que moi, j'avais un petit copain qui avait 10 ans. C'était un beau petit blond avec des yeux bleus. Il était beau, ce mec, un petit copain juif. Et cette institutrice, elle a fait un transfert sur ce môme. Mais ce transfert, il a eu des conséquences, c'est-à-dire que elle lui a offert un stylo en or. Elle l'a au restaurant. C'était des rapports qui étaient tout à fait déplacés. Bon, il y a un moment, là les parents ils ont refusé, elle voulait emmener le môme en vacances d'été. Bon, alors, c'est pour vous donner une image du type de rapport, du genre de rapport que cette institutrice elle avait. Et alors, il y a une année où on accède aux nouvelles classes, et moi, comme j'entendais mal, ne le sachant pas, mais je savais que pour entendre la maîtresse, il fallait que je sois assis devant. J'arrive dans les premiers, je me mets devant. Je suis devant la maîtresse et ça me permet de suivre le cours. Et alors, les enfants prennent leur place et le petit préféré, Maurice qui s'appelait, le petit Maurice, il cherche une place et la maîtresse me dit à moi, tiens Jacques, il y a une place pour toi là-bas. Et elle a son petit préféré devant. Et moi, au bout, j'entends plus rien. Quand elle lisait une dictée, la rivière s'écoule le long de la vallée et s'écoule, j'écrivais la rivière s'écoule de la... Et dès qu'elle arrivait derrière moi, j'ai arrêté d'écrire. Je lisais sur les lèvres. Il y avait la lecture labiale. Ah oui. Elle arrivait derrière, je n'y vais plus. Alors j'ai foiré ma scolarité, comme ça. Scolarité. Et donc je n'ai eu aucun diplôme. Après il y a eu la guerre, 1940, ça a été foutu. Et avec Annette, après la guerre, avec Annette, mon épouse, on s'est tapé 12 ans de Sorbonne. 12 ans. Sans discontinuer. Pour essayer de compenser le fait que j'avais foiré. Il y a une chose, vous avez commencé une histoire au début, justement, à l'école, comme vous étiez donc avec Annette, Oui. et vous nous avez dit, je vais vous raconter quelque chose, vous aimez le romantisme et l'amour, et de là vous êtes parti Alors, plus loin. Donc voilà. Annette, le père d'Annette, il était à Drancy, et à côté des cuisines, il a trouvé des épluchures de pommes de terre. En mangeant ça, il s'est fait tabasser par les gardiens, et puis il a eu une chiasse carabinée, et quand il a eu cette chiasse carabinée, ils ont pensé que c'était une épidémie. Alors ils l'ont viré. Et il est mort 3 jours après. Mais il préférait que les uns... Alors, il n'est pas mort comme ça. Il arrive, on fait venir un médecin. Ma belle-mère n'avait pas d'argent. Et à cette époque-là, les médecins juifs, quand il n'y avait pas d'argent, ils soignaient à l'œil. Heureusement qu'il y avait cette solidarité. Et le médecin, il a dit, il faut absolument qu'il soit hospitalisé vite, vite, vite. Alors on l'a mis dans un hôpital. Et manque de bol, ma belle-mère, en voulant aller le voir à l'hôpital, elle prend les escaliers roulants, elle tombe et elle se fracture une jambe. Donc, hop, elle est de nouveau à la maison, et c'est Annette, 11 ans, qui va voir son père. Et l'infirmière lui dit, je vais te faire voir ton père, mais il est mort. Alors elle a vu son père, elle me dit, il avait un gros bandeau autour de la bouche, et la fille de 11 ans. Alors il se fait que ma belle-mère, quand elle s'est rétablie, elle a été voir une organisation juive, l'OSE. Vous connaissez encore l'OSE.
écoutez, mon fils est mort, mon mari est mort, il me reste mes 2 enfants, Annette et sa petite sœur de 3 ans. Sauvez-les. Alors, il y avait des aides sociales, des femmes qui démarchaient dans les campagnes, des particuliers ou des paysans, pour essayer de caser des enfants juifs. Et Annette, elle a été placée comme ça, dans une famille formidable, qui est devenue par la suite une extension de ma famille, tellement ils ont été extraordinaires avec Annette et sa petite fille. Et puis Annette, elle était donc chez ces gens-là, mais au bout d'un certain temps, 1 an, elle a piqué une crise de larmes irrépressible. Elle voulait voir sa mère. Elle voulait voir sa mère, et les gens chez qui elle était, c'était une femme veuve qui avait 4 enfants, et l'aîné des enfants, qui avait 16 ans, il a compris que c'était pas une passade, que c'était important. Il s'est débrouillé pour trouver quelqu'un qui avait une voiture et qui allait à Paris. Et il a donc demandé à ce quelqu'un de prendre Annette et sa petite sœur. Annette est montée avec sa petite sœur pour aller à Paris. Et dans la voiture, la petite sœur de 3 ans, elle n'a pas supporté le voyage, elle s'est mise à vomir. Lui, manque de bol, c'était une voiture neuve. Il l'a très 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 mal pris, il a viré les mots en pleine campagne. Elles se sont trouvées en pleine campagne, il est parti. Et Annette, en 11 ans, elle a appris à faire du stop. Il y a une voiture qui s'est arrêtée. Elle a dit, je voudrais aller dans n'importe quelle gare, mais une gare où il y a des trains qui vont sur Paris. Et donc elle a été à une gare, elle a pris le train, et dans le train il y a eu un contrôle. Les employés de la SNCF de l'époque ont demandé des billets à Annette, et Annette elle a dit, je suis une petite enfant juive, j'ai pas d'argent, j'ai pas de billets. Et le gars lui a dit, écoutez, tant que c'est moi qui m'occupe de ce wagon-là, vous n'avez rien à craindre. Vous ne bougez pas, je veillerai sur vous. Donc ça s'est bien passé. Et quand elle est arrivée à Paris, elle est sortie au métro à la gare Saint-Lazare. Elle s'est tapé le chemin à pied jusqu'en haut de la rue de Belleville, où elle habitait. Et sa mère, bon, c'était radieux. Et alors elle a dit, tu sais, tes 2 petites copines qui habitaient en face, les parents ont été déportés. Et alors, comme elle n'avait plus de parents, on les a mis à l'orphelinat d'Amblardy. La rue de l'Amblardy, c'est une rue qui est à 200 mètres de chez moi. Il y a la fondation Rothschild, et la première rue, c'est la rue de l'Amblardy, et Rothschild avait un orphelinat. Et donc, les 2 filles, elles étaient là, avec une vingtaine d'autres enfants qui n'avaient plus de parents. Et Annette, elle a dit, mais si mes copines, elles sont là-bas, moi je vais aller les voir. Et alors donc, elle va à pied jusqu'à la place Daumesnil. L'orphelinat se trouve à 200 mètres, et elle veut rentrer dans une boulangerie pour acheter quelques friandises pour apporter à ses copines. Et elle reste, elle n'ose pas rentrer. Il y a une affiche interdite aux juifs de 13h à 16h. Voilà. Alors elle ne rentre pas, elle ne sait pas comment faire. Elle regarde autour d'elle et elle voit un flic. Et elle va voir le flic. Et elle lui dit, écoutez, je voudrais acheter des bonbons pour mes copines, mais comme c'est interdit aux juifs, et le flic lui dit, bon, viens avec moi te vendra. Et il prend Annette par la main, elle est rentrée, elle a payé, elle a remercié le policier, et elle s'en va à l'orphelinat, et elle arrive devant l'orphelinat, le gardien sort, dit, n'avance plus, n'avance plus, n'avance plus. Il y avait le quart de flic qui était là, et qui était en train d'embarquer tous les enfants. À 2 minutes près, j'avais plus de femme, ma vie aurait été toute différente.
Alors, donc, quand elle est retournée en 1944, elle n'avait pas 15 ans, elle est revenue à Paris. Et tous les gars qui étaient à la Libération, qui étaient comme moi, j'avais pas d'argent, j'avais pas où manger, j'avais pas où dormir. Il y avait des organisations juives qui avaient financé au 120 boulevard de Belleville une grande salle, et les gens qui n'avaient pas de sous, ils pouvaient avoir au moins un repas par c'est un espèce de resto du cœur. Alors moi j'allais manger là-bas, et la mère d'Annette, elle, était serveuse là-bas. Et comme elle connaissait mes parents, bon, elle me soignait bien. Et Annette, qui avait même pas 15 ans, elle allait encore au lycée. C'était la meilleure élève de sa classe. Elle était formidable. Moi, j'avais foiré mes études, et elle avait fait quelque chose de grandiose. Et alors, elle venait le mercredi, ou le jeudi à l'époque, je crois que c'était le jeudi, le mercredi, je ne me rappelle plus, pour aider sa mère à servir. Et je vois Annette qui réapparaît dans ce restaurant. Et je vais la voir, on est c'est le bonheur, et je lui donne rendez-vous pour dimanche, pour aller au cinéma. Et puis, j'y donne rendez-vous, alors elle vient au rendez-vous, et au lieu de m'attendre au rendez-vous, c'était au métro Belleville, comme c'était son propre... Oh, c'est pas vrai ça. Comme c'était son premier rendez-vous, et à moi aussi, c'était mon premier rendez-vous. Elle était venue avec une copine. Et puis donc, je lui ai dit, écoute... Elle est venue avec une carabine. Ouais. Je lui ai dit, non, moi j'ai rendez-vous avec toi, j'ai pas rendez-vous avec une copine. Et le rendez-vous, le premier rendez-vous, il a foiré comme ça. Alors j'ai été la revoir, on a repris un deuxième rendez-vous. Et puis à partir de là, c'était le bon. J'ai vécu avec ma femme sans être marié pendant 4 ans. Ça, c'est pas bien. À l'époque, c'était très l'époque, vilain. Ça devait être mal vu. C'était très vilain. Oui, je sais C'était bien. très vilain à l'époque. Ouais. Et on s'est marié après parce qu'on a eu des enfants. Mais pendant 4 ans, C'était l'amour libre qu'on appelle. c'était comme ça. Et vous la voyez plus à ce moment-là, ça faisait quelques années que vous ne l'avez pas vue depuis l'école. Bah, je ne l'ai pas vue le temps qu'elle était cachée à la campagne. D'accord. Elle a été cachée pendant 3 ans, 2 ans et demi à 3 ans. Là, moi j'ai caché de mon côté. Elle a eu la chance de survivre. Alors, les photos que je vous ai montrées de la grande foule, il y avait 50 enfants, une cinquantaine d'enfants Cachés. de l'autre côté. On l'a vu tout à l'heure. Et un jour, Annette et moi, on a essayé de joindre tous les enfants qui étaient nos copains quand ils étaient petits. Il s'était passé 25 ans. C'est-à-dire, ils avaient 30, 40 ans. Et on a dit, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse quelque chose pour remercier ces gens? À Ozoir, tout le monde a été déporté, exterminé. Et là, tous les gens ont rendu les enfants vivants. Il faut faire quelque chose. Et alors, on s'est retrouvé à 25, là, ici. Ici. Et puis, il s'est fait que l'aîné des enfants de Madame Doré, c'est celle qui a recueilli Annette et sa petite sœur. Et alors lui, il était devenu maire, ça nous a beaucoup simplifié la vie. Il a trouvé une grande salle dans son village. On a épluché des pommes de terre, on a fait cuire des poulets, on a fait des desserts, et on a fait venir une centaine de personnes qu'on a servi, qu'on a nourri nous-mêmes. Et il y avait la télé, il y avait Antenne 1, Antenne 2, il y avait les radios qui étaient là. Et Annette, elle a fait un discours super. Elle a fait un discours super parce que dans son discours, elle avait le nom d'une trentaine de personnes qui avaient caché des enfants. Et elle a cité Madame Degnon, qui avait chez elle le petit Maurice et la petite Rachel. Honneur à Madame Degnon. Après, Madame Dupuis,
qu'il y avait chez elle. Elle a cité tous les noms comme ça. Ça, c'est l'âge. Hein. 30 ans, c'était pas comme ça. Mais avec l'âge, on a, on a du mal à maîtriser ses sentiments. Et alors, il se passe une chose, c'est que quand je parle pas d'une histoire qui s'est passée il y a 80 ans. Je parle d'une histoire qui s'est passée hier ou ce matin. Là. Je la ris. Alors, j'ai toujours beaucoup de mal à maîtriser. Oui, c'est toujours précieux. En tout cas, vous toujours... avez été d'une écoute qui m'a touché. Comme les enfants des lycées, pareil. Bah oui. Mais comme même le plus génial des hommes ne peut pas ne pas avoir au moins un défaut, il n'était pas pédagogue. Par exemple, une recette. On va faire un pain viennois. Alors il me dit, écoute, il faut une livre de farine. Tu mets 15 œufs. Tu mets, je ne sais plus qu'à tant de sel, tu mets tant de levure. Moi, je prends un papier et un crayon et je commence à... Ah non, on ne note pas. Il faut avoir dans la tête. Alors, manque de bol, moi, j'ai pas réussi à l'avoir dans la tête. Et puis, et ça foirait à cause de ça. Bon, j'ai quand même travaillé avec lui. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, il était voir mon père et je lui dis, voilà, je voudrais me marier avec Annette. Alors mon père dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as 18 ans, tu n'as pas de métier, il faut quand même pouvoir nourrir une famille. Et tu veux te marier, mais c'est... Il dit, ben oui, moi je suis persuadé que je vais pouvoir nourrir ma famille. Écoute, ne sois pas ridicule. En tout cas, je suis prêt à faire beaucoup de choses pour t'aider, que me dit mon père. Mais une connerie pareille, je ne t'aiderai pas. Je ne t'aiderai pas dans une bêtise pareille. Alors, le ton a augmenté, c'est devenu vraiment conflictuel. Et j'ai dit, comme à 18 ans, on est souvent des jeunes cons, ça arrive. J'ai dit à mon père, ben c'est comme ça, moi je vais te montrer que je suis capable de nourrir ma famille. Et j'ai quitté la pâtisserie et je suis parti. Et ma belle-mère, la mère d'Annette, a accepté de m'héberger chez elle. Elle n'avait pas beaucoup de place, mais elle l'a fait. Et puis, pour avoir du boulot, je savais qu'il y avait un métier, il était tellement pourri qu'il y avait toujours de la place. C'était être presseur. Presseur, repasser les vêtements, ah oui, c'est une photo. C'était un fer qui faisait 7 kilos. Oui. 7 kilos. Alors on avait une pâte mouille, un chiffon qu'on trempait, on essorait, on le mettait sur un vêtement synthétique, et quand on enlevait le fer d'un réchaud qui chauffait, oui. Voilà, et qu'on le mettait là-dessus, il y avait une bouffée de vapeur synthétique qui me brûlait la gorge pendant 14 heures par jour. Oula. J'ai fait ça pendant 10 ans. Oula. J'ai fait ça pendant 10 ans pour gagner ma vie. Et puis, je boutinais pendant ces 10 ans. Et très curieusement, j'étais très porté sur la gémologie. Les diamants, les émeraudes, les saphirs, les rubis, les améthystes. Je connais tous les pays, je connais comment c'est fait. J'ai appris, j'ai boutiné. Et je travaillais chez un gars qui est mort il y a 2-3 mois, qui est devenu mon associé, chez un gars, et je lui ai dit, écoute Marcel, je travaillais chez lui, c'était mon patron. Il m'a dit, écoute Jacques, je vois plus clair à la machine, je ne sais plus quoi faire, je vois plus clair. J'ai dit, bah, écoute, moi, si tu vois plus clair, on laisse tomber ta machine et on fait quelque chose ensemble. J'ai des notions en bijouterie, on tente notre chance là-dedans. Moi, je pense qu'il y a un marché pour nous.
Et il s'est laissé convaincre. Et on a fait de la pub pour recevoir des gens dans le fond d'une cour de la rue d'Avron, où il y avait son atelier. Où tu habites? Où il y avait son atelier au 63 rue d'Avron. Et puis, 20 ans après, on était 22 personnes. Mais on n'était pas là. On avait acheté une grande surface sur le boulevard Diderot. Et ça a réussi, ça a marché. J'avais des idées qui fonctionnaient. Voilà. Pour fabriquer des bijoux? On fabriquait et on vendait. Ah oui. Bah oui. On fabriquait et on vendait. Vous savez montrer que vous étiez capable de gagner votre vie. Voilà. Et alors donc j'ai dit à mon père, avec mon association, on avait acheté une maison à la campagne. Voilà. Tiens, allez là. On avait acheté ça. Et j'ai invité mon père. Ah oui. C'est à côté de Montargis, ça. Alors mon père, après, il a été fier de son fils. Ben oui, il peut. Voilà. Il pouvait. Israël avait été créé quelques années plus tôt. Quelques années plus tôt, il n'y aurait pas eu 6 millions de morts. On aurait eu où aller. Parce que les bateaux avec les Juifs à l'intérieur, qui circulaient dans le monde entier pour trouver un port qui les accueille en 1939, ceux qui avaient fui l'Allemagne. Alors, nous, on est tous convaincus de la nécessité, compte tenu du parcours dramatique de l'histoire des Juifs, d'avoir un pays. Mais pas ça. Pas Netanyahou. Mais de savoir qu'il y a tant d'enfants qui meurent, qui sont des victimes innocentes, ça me bouleverse.